Vous savez, je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous pensez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Le corps humain a-t-il encore des mystères pour la science médicale? Dans un hôpital californien, une équipe médicale tombe soudainement malade après une intervention auprès d'une patiente. Le malaise a fait place à la peur, car personne n'y comprenait rien. S'est-elle transformée en arme chimique? Dans l'État de New York, un homme frappé par la foudre devient un virtuose. Un changement neurologique a éveillé en lui une formidable passion pour le piano. Notre cerveau peut-il se reconnecter? Et au Tennessee, un jeune homme verse des larmes de sang. J'ai cru que j'allais me vider de mon sang et en mourir. Mais personne ne sait pourquoi. Oui, on vit dans un drôle de monde et j'adore ça. Le corps humain. Comme moi, vous pouvez vous targuer d'avoir l'un des organismes les plus complexes du monde vivant. Vous pensez tout savoir sur lui, mais vous ignorez un tas de choses. Nous avons dans chaque pied 250 000 glandes sudoripares qui produisent plus d'1 litre de transpiration par jour. Pas étonnant qu'ils empestent. Le cérumen joue un rôle protecteur pour les oreilles. La langue est le muscle le plus fort du corps. Pendant toute une vie, nous sécrétons assez de salive pour remplir une piscine. Une vessie pleine a la capacité d'un sac à sandwich. Et enfin, la plupart des hommes ont des érections pendant leur sommeil. Pas maintenant, je vous en prie. Incroyable, non? Mais comment sait-on tout cela? La médecine moderne est-elle la clé de tous les mystères? Du moins, pas de l'incroyable cas de Gloria Ramirez. Le 19 février 1994, l'inhalothérapeute Maureen Welch travaille de nuit dans un hôpital de la banlieue de Los Angeles. J'étais affectée à l'unité néonatale des soins intensifs. J'avais peu de patients, alors je donnais aussi un coup de main à l'urgence. Mais le calme est de courte durée. Une patiente à l'article de la mort arrive à l'urgence. On nous a dit qu'une femme en détresse respiratoire, dans la vingtaine, était en route. Gloria Ramirez, 31 ans, est en phase terminale d'un cancer. Elle se bat pour la vie. Elle était dans un état critique. Le pronostic était sombre. Elle était livide, en déficit d'oxygène et avait des difficultés d'élocution qui l'empêchaient de s'exprimer clairement. Mais autre chose chez Gloria attire l'attention de Maureen. Elle avait la peau huileuse et sentait l'ail. Ça ne m'a pas frappé tout de suite. C'était une odeur plutôt discrète. Il fallait porter attention pour le remarquer. Mais ce n'est pas tout. En prélevant un échantillon sanguin, Maureen découvre que le sang de Gloria contient d'étranges cristaux et a une odeur tout aussi inhabituelle. J'ai demandé si quelqu'un d'autre le sentait, mais personne n'a réagi. Personne ne sentait l'odeur de son sang. Inexplicablement, le sang de Gloria empeste l'ammoniac, un dangereux produit chimique. Elle avait le corps luisant, une drôle d'odeur et des cristaux dans le sang. Malgré ces étonnants symptômes, le personnel médical fait tout pour sauver Gloria. Son état a commencé à se détériorer. Tout le personnel s'est mobilisé en prévision du pire. L'infirmière Susan Kane est soudainement prise de nausées. Elle a saisi une seringue et s'est effondrée. Avant même de pouvoir réagir, Maureen perd aussi connaissance.
Quand je me suis réveillée, j'étais sous perfusion sur une civière roulante et j'ignorais comment je m'étais retrouvée dans cet état. Je savais seulement que j'étais malade et j'ignorais si j'allais m'en sortir ou non. D'autres membres de l'équipe ressentent un mystérieux malaise dont la cause est inexpliquée. Quoi qu'il en soit, Gloria semble y être pour quelque chose. Le malaise a fait place à la peur quand on a fait le lien, car personne n'y comprenait rien. La panique s'installe et la salle d'urgence est évacuée. Il y avait des ambulances, des camions de pompiers et des secouristes partout sur place. Une équipe réduite brave la situation pour tenter de sauver Gloria, qui s'éteint tragiquement peu de temps après. Le mystérieux malaise se répand. 23 des 37 membres du personnel ont d'étranges et inquiétants symptômes, demandant des soins médicaux. J'ai été hospitalisée pendant une semaine. J'ai eu plusieurs épisodes d'apnée, d'après ce que m'a dit mon mari, car j'étais complètement inerte. J'ai aussi eu des pertes de mémoire et de l'aphasie. Je n'arrivais pas à m'exprimer clairement, comme si j'avais des troubles du langage. Le docteur Julie Gorczynski, une collègue de Maureen, est la plus durement touchée. Elle contracte une hépatite, une pancréatite et souffre d'une nécrose avasculaire qui entraîne la détérioration des os de ses jambes. Elle passe des semaines aux soins intensifs. Personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Une équipe de gestion des matières dangereuses est dépêchée sur les lieux. Ils ont examiné tous les drains, prélevé des échantillons d'air, emballé la dépouille pour éviter le contact direct avec elle et ont pratiqué une autopsie poussée pour déceler d'éventuels produits toxiques. Mais l'autopsie ne fournit aucune explication satisfaisante. À ce jour, l'étonnant cas de Gloria Ramirez demeure un mystère. Maureen Welch se rétablit, mais sa vie ne sera plus jamais la même. Il m'a fallu près de 8 mois pour revenir dans un état à peu près normal. Mais encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir de la difficulté à m'exprimer aussi clairement que je le voudrais. Comment expliquer ce malaise soudain chez 23 membres de l'équipe d'urgence? Le sang de Gloria était-il toxique? La psychologue Melissa Sexton en doute. Pourquoi? Parce que ceux qui sont intervenus auprès de Gloria n'ont pas tous été touchés. Pourquoi les ambulanciers qui l'ont transportée n'ont-ils pas eu les mêmes symptômes? Melissa Sexton croit que la clé du mystère réside dans une maladie non pas physique, mais psychologique. Le trouble de conversion qui rendrait les gens malades par le simple pouvoir de la suggestion. Le trouble de conversion comporte un ensemble de symptômes n'ayant aucune cause physique. Palpitations cardiaques, évanouissement, nausées, vomissements, maux de tête, paralysie, engourdissement et perte de la parole ou de l'ouïe. Un peu comme une crise d'hystérie collective, à la différence que les symptômes ne sont pas simulés. Ils sont réels, mais leur cause n'est ni biologique ni neurologique. Les symptômes qui caractérisent le trouble de conversion seraient déclenchés par une source étonnante, le pouvoir de la suggestion. Le fait de voir quelqu'un présenter soudainement des démangeaisons, des maux de tête ou la nausée peut déclencher chez les témoins une réaction similaire, par contagion, si on peut s'exprimer ainsi. Un peu comme voir un bâillement nous fait bâiller. Selon Melissa, le phénomène ne s'est pas manifesté dans une unité de traumatologie par hasard. Tous les intervenants en salle d'urgence travaillent constamment sur l'adrénaline. Tout y est plus intense. Si un membre du personnel est incommodé par une odeur non identifiée et s'évanouit, la table est mise pour que le trouble de conversion se déclenche. Le personnel de l'urgence a-t-il été en proie à une hystérie collective? Peut-on être intoxiqué par une toxine purement psychologique? Ou y a-t-il une autre explication? On l'utilisait jadis comme agent de guerre. L'équipe d'urgence d'un hôpital californien tombe gravement malade après avoir traité une patiente. Le sang de Gloria Ramirez était-il toxique? Le biochimiste Michael Shaw croit que l'incident est le fruit d'un phénomène extraordinaire. Le personnel de cette salle d'urgence a été exposé à un composé toxique.
qu'on utilisait jadis comme agent de guerre chimique. Plus précisément, un gaz neurotoxique du nom de sulfate de diméthyle. Les symptômes du personnel d'urgence ressemblent de près aux symptômes associés au sulfate de diméthyle. Larmoiement, difficultés respiratoires, souffle court, convulsions, spasmes musculaires et, à plus forte dose, la mort. Un gaz si toxique qu'une dose infime peut provoquer la mort. Le sulfate de diméthyle a une concentration DIVS, c'est-à-dire présentant un danger immédiat pour la vie et la santé de 7 parties par million, autrement dit très faible. Comment ce gaz neurotoxique mortel s'est-il infiltré dans l'urgence? Pour une fois, étonnamment, la CIA n'y est pour rien. Le sulfate de diméthyle a été produit par le corps de la patiente Gloria Ramirez, d'où son surnom de « femme toxique ». Attendez un instant. Ai-je bien entendu? Le sulfate de diméthyle a été produit par le corps de la patiente Gloria Ramirez. C'est bien ce que je croyais avoir entendu. Tout ça est décidément très bizarre, ou quoi? À en croire ce biochimiste, Gloria se serait transformée en arme chimique. Comment le corps humain a-t-il pu produire un gaz toxique mortel? Je ne vois vraiment pas. Michael Shaw croit que la clé du mystère est dans le corps même de Gloria. Des preuves concluantes sont ressorties des analyses du laboratoire Lawrence Livermore, qui a détecté dans son organisme la présence de métabolites capables de produire du sulfate de diméthyle. Le corps humain peut-il lui-même produire un gaz neurotoxique mortel? Comment? Grâce à un remède maison qu'utilisait Gloria, le DMSO. Gloria Ramirez utilisait du DMSO en grande quantité. Le DMSO est utilisé depuis plusieurs années comme médicament topique pour frictionner le corps afin de soulager des douleurs, comme l'arthrite. Gloria utilisait le DMSO pour soulager la douleur causée par le cancer. Les personnes qui en utilisent régulièrement sentent apparemment l'ail, dégagent une mauvaise odeur. Le métabolisme de toute personne qui se frictionne avec du DMSO produit naturellement du sulfone de diméthyle. Le sulfone de diméthyle décelé dans le système sanguin de Gloria est inoffensif en soi. Mais il a subi une seconde transformation autrement plus dangereuse. Des phénomènes pour le moins étranges peuvent survenir dans l'organisme dans une salle d'urgence. Gloria a reçu beaucoup d'oxygène et des décharges électriques provenant du défibrillateur, ce qui a donné lieu à une réaction chimique improbable dont le produit est un gaz toxique, le sulfate de diméthyle. Selon Michael, tous les éléments étaient réunis pour qu'un banal onguent topique se transforme en un gaz neurotoxique mortel. Il semble que le sang de Gloria contenait assez de sulfate de diméthyle pour entraîner ces effets indésirables. Trop peu, heureusement, pour être fatal, mais assez pour les rendre malades. Le sang de Gloria a-t-il produit une toxine mortelle? Ce gaz est-il le fruit d'un étrange hasard médical ou y avait-il à l'urgence des substances chimiques encore plus inexplicables ce jour-là? Susan Goldsmith est journaliste d'enquête. Les ambulanciers qui ont transporté Gloria Ramirez à l'hôpital lui ont fait une perfusion et aucun d'eux n'a été malade. Ce qui invalide la théorie voulant qu'elle ait dégagé un gaz toxique quand on se penche sur les faits. L'explication n'a rien à voir avec un gaz neurotoxique, selon elle. Les symptômes décrits par les intervenants d'urgence ce soir-là ont tout d'une réaction aux produits chimiques qui entrent dans la fabrication de la méthamphétamine, des produits chimiques hautement toxiques. Je crois que quelqu'un exploitait un laboratoire de méthamphétamine dans cet hôpital, que des sacs à perfusion ont été utilisés pour stocker ces produits chimiques et que l'un d'eux s'est retrouvé par inadvertance à l'urgence ce soir-là. Un laboratoire de méthamphétamine clandestin dans un hôpital californien? Pas si improbable, selon cette journaliste, puisqu'à l'époque, la région était la capitale de la méthamphétamine. De tels laboratoires ont déjà été découverts dans des maternelles et des garderies.
Il ne faudrait donc pas s'étonner d'en trouver un dans un hôpital, où les produits chimiques sont accessibles, les odeurs très variées et le personnel habilité à manipuler toutes sortes de substances chimiques. Une théorie qui rend compte de l'étrange odeur dégagée par Gloria. Les vapeurs et les odeurs associées au laboratoire clandestin sont souvent ammoniaquées et putrides. Plusieurs rapports, bien avant l'incident Ramirez, faisaient état de patients éprouvant des symptômes similaires et se plaignant d'odeurs ammoniaquées et putrides. Comment Gloria aurait-elle été en contact avec ces produits chimiques? Susan croit qu'un sac à perfusion ayant servi à transporter la drogue a accidentellement servi à faire une perfusion à Gloria. Ils lui ont fait une perfusion. L'odeur d'ammoniac s'est répandue dans la salle et, rapidement, les intervenants se sont sentis mal et l'urgence a été évacuée. Si c'est bien la cause du malaise du personnel d'urgence, pourquoi l'enquête n'a-t-elle rien révélé? Les dossiers montrent que l'hôpital s'est débarrassé de tout le sang de Gloria Ramirez. La direction de l'établissement aurait été dans l'embarras. Les responsables du laboratoire clandestin ont sans doute liquidé les preuves. L'incident Ramirez est-il un cas d'hystérie collective? Le sang de Gloria a-t-il produit un gaz neurotoxique mortel? Ou le personnel de l'urgence a-t-il été empoisonné par les vapeurs d'un laboratoire de méthamphétamine clandestin? Quel que soit le diagnostic, voilà une histoire pour le moins bizarre ou quoi. Dans l'État de New York, un homme frappé par la foudre se découvre des talents de musicien. Les expériences de mort imminente changent profondément la vie des personnes. La sonate au clair de lune. Une pièce célèbre dédiée par Beethoven à une élève dont il était amoureux. Magnifique, n'est-ce pas? J'adore la musique classique et le piano. Dommage que je ne sache pas en jouer. Je regrette d'avoir arrêté mes leçons, mais il est trop tard, car il faut toute une vie pour maîtriser un instrument comme celui-là, pas vrai? Faux. Certains le font en un éclair. À Albany, dans l'État de New York, en août 1994. Le chirurgien orthopédique Tony Sikoria parle au téléphone avec sa mère, lorsque le ciel s'assombrit rapidement. Le sort que lui réserve le destin est encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères de l'histoire médicale. Ingrid Wilkeldrum est rédactrice à la revue Scientific American Mind. Il était sur le point de raccrocher quand le ciel s'est couvert. Il a entendu un grondement, puis a vu un éclair. La foudre a frappé le docteur Sikoria en plein visage. Il a été projeté à plus de 4 mètres en arrière et a vraisemblablement fait un arrêt cardiaque. Tony est cliniquement mort, mais son esprit n'a jamais été aussi vivant. Il s'est vu flotter au-dessus de son corps. Il a donc supposé qu'il était mort. Il n'était pas bouleversé. Il a plutôt ressenti une sorte de paix intérieure. Dans une expérience extracorporelle, Tony voit une passante lui venir en aide. Il a été projeté au pied d'une femme, une infirmière, qui attendait pour faire un appel. Cette infirmière s'est empressée de pratiquer les manœuvres de réanimation sur lui. Miraculeusement, elle ramène Tony à la vie. On peut mourir d'un foudroiement. Alors il n'est pas déraisonnable de croire qu'il serait mort sans son intervention. Quoique techniquement mort quelques minutes auparavant, Tony se sent bien et refuse toute autre assistance. Il a refusé qu'on l'emmène à l'hôpital. On ignore pourquoi exactement. Il s'est peut-être dit qu'après un foudroiement, il ne pouvait être que mort ou vivant, et il était vivant. Il ne voulait peut-être pas aller à l'hôpital et rentrer chez lui. Étonnamment, Tony ne ressent aucun malaise après l'incident. Dans les semaines suivantes, il reprend une vie normale. Il a vu son cardiologue peu après, et son cœur était tout à fait normal. Mais Tony remarque bientôt un changement pour le moins inattendu. Le docteur Sikoria a développé une véritable passion pour la musique.
Mais au lieu d'écouter du bon vieux rock, comme avant, il a ressenti le besoin d'écouter de la musique classique, du piano classique. Cet ancien joueur de football, qui n'avait jamais écouté de musique classique auparavant, ne jure maintenant que par elle. Il est donc allé s'acheter des CD, dont un CD de piano de Chopin, qu'il écoutait sans cesse, en route pour le travail, sur le chemin du retour. Il s'est mis à l'écouter sans arrêt. Mais un jour, écouter la musique ne suffit plus. Tony est envahi par le désir de jouer et emprunte le piano d'un ami. Il a acheté les partitions de toutes les pièces de ce CD et s'est mis à s'exercer. L'apprentissage du piano devient une obsession. Il jouait de 4 à 6 heures par jour. Il se levait à 4 heures et jouait quelques heures. En rentrant à la maison, il mettait les enfants au lit et jouait de nouveau, et apprenait par lui-même. Le cerveau adulte n'est pas très doué pour développer un talent musical si complexe. Tony était âgé de 42 ans à l'époque. Étonnamment, le Dr. Sikoria est devenu un excellent pianiste. Il jouait avec beaucoup d'émotion et son talent reflétait la passion qu'il nourrissait pour la musique. L'obsession de Tony prend alors une nouvelle dimension. Non seulement peut-il interpréter des pièces, il découvre qu'il peut en composer. Il a rêvé une nuit qu'il jouait une pièce. En se réveillant, il l'avait toujours en tête et a constaté qu'elle n'existait pas, qu'elle était tout à fait originale. Il a donc décidé de la mettre sur papier et a composé une pièce qui lui avait été inspirée par son rêve. Voilà que Tony, qui n'avait jamais eu l'oreille musicale, écrit des symphonies entières, presque à volonté. Quelques années seulement après son accident, il a la chance d'interpréter ses pièces en public. En 2002, le Dr. Sikoria a fait ses débuts devant public à titre de pianiste. Il devait être extrêmement nerveux, mais a joué avec beaucoup d'émotion et a eu d'excellentes critiques. Une réalisation qui laisse perplexe aussi bien les scientifiques que la critique musicale. Devenir pianiste professionnel est un exploit en soi. Le simple fait que des gens se soient déplacés pour entendre un pianiste qui aurait dû rester au rang d'amateur était tout simplement mémorable. Toute cette histoire est remarquable, miraculeuse même. Cet homme menait une vie normale et boum, tout a changé du jour au lendemain. D'où vient l'extraordinaire et soudain talent de Tony? L'éclair y est forcément pour quelque chose. En fait, de nombreux survivants à la foudre affirment avoir subi d'étonnants changements après leur accident. Je veux en avoir le cœur net. N'essayez pas ça à la maison. Bizarre, je ne sens rien. Sinon le besoin de lever la patte. D'où vient l'extraordinaire talent de Tony Sikoria? La foudre peut-elle transformer quelqu'un en virtuose? Phyllis Atwater s'intéresse aux expériences de mort imminente depuis près de 30 ans. Elle croit que le nouveau talent du Dr. Sikoria a été déclenché par son expérience de vie après la mort. Les expériences de mort imminente font prendre pleinement conscience d'une autre dimension de la vie, qui se situe à la frontière de la mort, et change profondément les personnes qui les vivent. Comment peut-elle en être si sûre? Elle l'a elle-même vécu. Je suis morte 3 fois en 3 mois en 1977. Les médecins croient qu'il s'agissait de crise cardiaque. J'ai atteint cet état que l'on appelle dans le domaine l'état du savoir, celui où toutes les pièces du casse-tête se mettent en place et où l'on trouve réponse à toutes nos questions. Ma vie en a été profondément bouleversée.
Phyllis croit que ces changements ne sont pas seulement psychologiques. Les expériences de mort imminente ont des effets sur l'horloge biologique. Elles modifient la dominance cérébrale d'une personne et transforment la structure et les fonctions de son cerveau. Des changements surviennent sur le plan du système nerveux, du système digestif et de la sensibilité cutanée. La foudre qui a frappé Tony Secoria a-t-il fait de lui un virtuose du piano? Cela ouvre les portes de la créativité. On se sent inspiré, on veut créer et faire de nouvelles choses, comme si on avait une source d'inspiration renouvelée. On a tous cette créativité en nous, mais elle devient soudainement plus forte que tout. On veut l'exprimer et la partager, au point où ça en devient souvent une obsession. Tony Secoria est-il devenu un Mozart des temps modernes grâce à une expérience de mort imminente? Son esprit a-t-il subi d'inexplicables changements? Ou a-t-il été touché par un phénomène encore plus extraordinaire? Tout s'explique quand on croit en la... Un homme frappé par la foudre se change en virtuose. Son expérience de mort imminente a-t-elle révélé son talent? Susan Chomsky a une autre hypothèse. Un talent ne peut pas tomber soudainement de nulle part. Selon elle, le talent que s'est découvert Tony vient de son lointain passé. Tout s'explique quand on croit à la réincarnation. Le rêve dans lequel Tony a affirmé s'être vu jouer une de ses propres compositions sur scène au piano n'était pas un rêve, mais le souvenir d'une vie passée. Comment alors ce souvenir d'une vie antérieure est-il revenu à Tony? On acquiert différentes compétences d'une vie à l'autre au fil des réincarnations. Notre esprit emmagasine tous nos souvenirs, ceux de notre vie actuelle et de toutes nos vies passées, dans lesquels on peut puiser pour exploiter des talents et des capacités que l'on a acquis dans nos vies antérieures. Susan est persuadée que la foudre qui a frappé Tony a fait ressurgir non seulement des souvenirs, mais aussi des compétences de vies antérieures. Tony a été compositeur et musicien dans une vie antérieure. En le frappant, la foudre a réveillé certaines parties dormantes de son cerveau. Elle a réveillé en lui des compétences qu'il possédait déjà et fait ressortir son talent naturel de musicien, de compositeur et de pianiste, ce qu'il avait déjà été dans une autre vie. Susan croit que la foudre qui a frappé Tony l'a tout simplement ramené sur sa véritable voie. Il croit être un homme différent, mais je crois qu'il est lui-même plus que jamais auparavant. A-t-on des vies antérieures différentes de la nôtre? Peut-on tirer profit dans le présent de compétences de vies antérieures? Le neuroscientifique Brent Harris croit aussi que Tony Secoria a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais que cela n'a rien à voir avec la réincarnation. Lorsque quelqu'un est frappé par la foudre, on ne peut jamais prédire exactement quelles seront ses séquelles. Certains subissent des dommages irréparables au cerveau, tandis que d'autres n'ont pratiquement aucun effet secondaire. Dans le cas présent, le Dr Harris croit que la foudre a littéralement reconnecté le cerveau de Tony. Il a eu une chance inouïe. Selon moi, les connexions neurologiques du lobe frontal du Dr Secoria ont été modifiées par la foudre, ce qui l'a amené à se découvrir un nouveau talent pour la musique. Comment est-ce possible? Et pourquoi la musique? Le lobe frontal joue un rôle dans la créativité et sur la façon d'exploiter cette créativité ou non. Des changements dans le lobe frontal peuvent donc désinhiber nos instincts créatifs. Les connexions nerveuses ont pu subir des changements qui ont ravivé un talent inné ou un talent qu'il a nourri durant l'enfance et réprimé ensuite pendant tout ce temps. Si le cerveau de Tony s'est reconnecté, pourquoi son talent ne s'est-il pas manifesté instantanément?
Le corps a sans doute eu besoin de temps pour se remettre du foudroiement. Le temps et les efforts qu'il a investis par la suite dans l'apprentissage du piano lui ont permis de raviver les régions du cerveau qui jouent un rôle dans la musique. Le cerveau de Tony a-t-il été reconnecté par la foudre? Les expériences de mort imminente influent-elles sur notre façon d'agir et de penser? Peut-on exploiter des compétences de vies antérieures? Quelle que soit la réponse, l'histoire de Tony est décidément très bizarre. La Vierge Marie. Magnifique, n'est-ce pas? Au fil de l'histoire, les icônes religieuses ont une puissante influence sur l'homme. Partout, des symboles témoignent de notre foi, dans des statues, les tableaux, l'architecture. Mais ces objets ont une autre facette, qui laisse pantois tant l'Église que les scientifiques. Au cours du siècle dernier, un nouveau phénomène a commencé à se manifester. Plusieurs témoins affirment avoir vu des statues saigner. Preuve, selon certains, de l'existence d'une puissance supérieure. Est-ce possible? La plupart de ces statues se sont avérées truquées. Mais un nouveau débat fait rage. Pourquoi? Parce que de nouvelles larmes ont été versées. Pas par une statue. Par un humain. En 2009, à Rockwood, au Tennessee, Calvino Inman, 15 ans, fréquente l'école secondaire, comme tous les garçons de son âge. Mais un matin du début de mai, la vie de Calvino prend une étrange et effrayante tournure. En sortant de la douche, j'ai essuyé le miroir avant de me sécher, et en me regardant dans le miroir, j'ai vu que j'avais les yeux pleins de sang. Des larmes de sang me ruisselaient sur les joues. Calvino ne présente aucun autre symptôme et n'a jamais eu de problème oculaire. Je suis passé par toute la gamme des émotions. J'ai paniqué, j'ai eu peur. J'ai même cru que j'allais me vider de mon sang et en mourir. Horrifié, il court voir sa mère, Tammy. J'ai d'abord cru qu'il s'était gratté. Je ne comprenais pas de quoi il me parlait. Mais en regardant de plus près, j'ai vu qu'il avait les yeux en sang. J'ai paniqué. Il était terrifié et moi aussi. La mère de Calvino l'emmène à l'hôpital. Mais avant même d'arriver à l'urgence, le saignement cesse. Les médecins ont eu l'air de penser qu'on avait tout inventé. Ils lui ont fait un examen des yeux, mais n'ont trouvé aucune trace de sang. Ils nous ont dit de revenir si ça se reproduisait. Le répit est de courte durée. Le lendemain, Calvino sécrète de nouvelles larmes de sang. On est alors retourné à l'hôpital cette journée-là. Cette fois, ils arrivent à temps pour que les médecins constatent le problème. Les médecins lui ont prélevé du sang dans les yeux pour faire des analyses. Mais les analyses ne donnent rien. Quelques semaines se sont écoulées, on ne pouvait rien faire. Il avait une vision parfaite, mais avait toujours ce sang dans les yeux dont on ignorait la cause. Mon fils est tout à fait normal, mais saignait des yeux est tout sauf normal. L'état de Calvino empire. Il commence à pleurer du sang pendant des heures. Je me souviens d'une fois en particulier où ça a duré 2h30, presque 3 heures. L'étrange affection de Calvino commence à se répercuter sur sa vie privée. Des gens s'approchaient de moi en me fixant du regard sans dire un mot. Ils me dévisageaient et s'en allaient. Les autres élèves ne comprenaient pas ce qui m'arrivait et avaient peur que je fréquente l'école. Ils me disaient que j'étais possédé et toutes sortes d'autres aberrations. Un jour, alors qu'il roulait en mobilette, une femme en VUS lui a fait faire une sortie de route. Je n'allais presque plus à l'école à cause de tout ça. Quand j'y allais, c'était insupportable et je voulais rentrer chez moi. Où que j'aille, la situation était insoutenable. Alors je n'ai plus voulu aller nulle part. Je n'avais qu'une envie, rester à la maison, au lit toute la journée.
Calvino est si traumatisé qu'il s'isole du reste du monde. Puis, l'étrange phénomène prend de l'ampleur. Je me suis mis à saigner de la bouche. Le sang ne suintait pas de ma langue. Je vomissais littéralement du sang pur. Encore aujourd'hui, les médecins n'ont ni explication ni remède au mystérieux saignement de Calvino. Je saigne des yeux, du nez et de la bouche, sans prévenir. Subitement. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu arriver ou de ce que j'ai fait pour mériter ça. J'espère qu'un jour, quelqu'un apportera des réponses à nos questions. Je prie pour que ça cesse. J'ai demandé à mon entourage de prier pour moi. Comment un adolescent en santé peut-il pleurer du sang? Pour Chris Ward, démonologue et exorciste professionnel, la réponse est simple. Les larmes de sang de Calvino sont les premiers signes d'une possession. Une possession démoniaque? La possession d'un esprit par une entité diabolique ou le diable en personne? Voilà une hypothèse terrifiante. Les esprits malveillants existent-ils vraiment? Le diable, ou plutôt les diables, sont bien réels, au même titre que les démons, les mauvais sorts, les sortilèges et les maléfices. Toutes ces entités existent et peuvent gâcher des vies. Mais comment devient-on possédé? Les démons s'insinuent en nous lors d'expériences traumatisantes. Ils se manifestent parfois d'une génération à l'autre. Selon lui, les entités démoniaques profiteraient des moments de faiblesse des hommes pour s'emparer de leur âme. La possession est une sorte de prise en otage de la personnalité. Certains esprits désincarnés, à la recherche d'un autre, peuvent s'immiscer dans un corps et en expulser complètement la personnalité pour prendre sa place. D'où le nom possession. Un démon tente-t-il de posséder Calvino Inman? Chris Ward croit également qu'une autre force intérieure, favorable cette fois, pourrait être à l'œuvre. Il pourrait s'agir d'un avertissement divin. Dans l'Ancien Testament, Dieu envoie souvent un avertissement ou un prophète sur terre avant de châtier un peuple. Il n'est pas impossible que Dieu se serve de Calvino pour envoyer un message à ses fidèles. Calvino est-il le siège d'une bataille entre le bien et le mal? Selon Chris Ward, c'est une possibilité à envisager. Je crois que Dieu essaie de nous donner une chance de nous repentir et de revenir à un monde où chacun se soucie davantage de son prochain. Calvino Inman est-il possédé par un démon? Ces larmes de sang sont-elles un présage de l'Apocalypse? Ou des forces encore plus étranges sont-elles à l'œuvre? Ces larmes de sang pourraient indiquer. Un étudiant du Tennessee verse des larmes de sang sans raison apparente. Est-il la proie d'esprits démoniaques ou est-il un messager divin? John Browning, doctorant en études américaines, est spécialiste des monstres et a une explication pour le moins originale. Ces larmes de sang pourraient indiquer qu'il est un vampire. C'est l'une des principales caractéristiques des vampires modernes. Il pleure des larmes de sang, comme on peut le voir dans la série True Blood, ou le film Entretien avec un vampire. Les vampires sont des créatures légendaires, à moins qu'ils existent vraiment. Mes recherches ethnographiques portent sur les habitants de la Nouvelle-Orléans qui se définissent comme des vampires parce qu'ils boivent du sang humain. Pour eux, c'est plus ou moins une nécessité. S'ils s'abstiennent d'en boire, ils se sentent faibles. Certains en ont fait l'expérience en arrêtant d'en consommer et se sont retrouvés à l'hôpital. Les larmes de sang de Calvino sont-elles signe qu'il se transforme en créature de la nuit? Les premiers cas de larmes de sang remontent au XVIIe et XVIIIe siècle en Europe, alors que les villageois exhumaient les corps de prétendus vampires. Voyant le sang couler de la bouche, des yeux et du nez, ils en ont conclu que c'était le sang des victimes dont s'étaient nourris ces vampires. La présence de sang dans les yeux était particulièrement marquée. Mais inutile de courir à vos crucifix et pieux de bois pour le moment, précise Browning. Les larmes de sang, elles seules, ne font pas de Calvino un vampire. Si Calvino était un vampire,
Les manifestations ne se limiteraient pas à de simples larmes de sang. Il aurait d'autres particularités. Ses parents ou voisins se plaindraient d'apparitions de Calvino durant la nuit, par exemple. Ils le verraient surgir dans leurs rêves et dans leur chambre en pleine nuit. Ils ressentiraient un manque d'énergie et parfois de sang. Pour l'auteur, le temps dira si Calvino est vraiment un vampire. Mais la prudence est de mise. Si Calvino se transforme en vampire, le processus sera irréversible. Cet innocent garçon serait donc un vampire. Ah, allons donc. Je sais que tout le monde n'en a que pour les vampires en ce moment, mais personne ne croit que ces créatures existent vraiment. On n'est jamais trop prudent. Les larmes de sang de Calvino Inman font-elles de lui un vampire? L'ophtalmologiste Alan Slomovic n'en croit pas un mot, mais n'en est pas moins étonné par l'état du jeune homme. Il souffre d'une affection rarissime. Il doit y avoir 5 articles tout au plus sur cette condition dans les revues scientifiques. En 26 ans de pratique, je n'ai vu qu'un seul autre cas, ce qui est littéralement des larmes de sang. Pour le docteur Slomovic, les larmes de sang ne sont qu'une infime partie du mystère médical. Les écoulements de sang, où qu'ils surviennent dans l'organisme, sont certes inquiétants et peuvent avoir plusieurs causes, mais ne sont qu'un symptôme, pas une maladie en soi. Mais un symptôme de quoi, au juste? Une foule de maladies peuvent causer des larmes de sang. Une infection, une inflammation, un trouble de la coagulation. D'autres conditions autrement plus graves, comme une tumeur, pourraient empêcher l'écoulement naturel des larmes. Heureusement, il ne perd pas assez de sang pour que cela nuise à sa santé en général. Même s'il est persuadé que l'affection de Calvino a une explication scientifique, le docteur Slomovic admet qu'on ne la trouvera peut-être jamais. Le tomodensitogramme et l'IRM n'ont rien révélé d'anormal. C'est donc un cas inhabituel qu'on ne peut expliquer. Calvino Inman est-il un mystère médical? Ces larmes de sang sont-elles un signe de possession démoniaque? Ou est-il la preuve vivante de l'existence des vampires? Bizarre, ou quoi? Voilà 3 étonnants mystères médicaux. Une femme devient si toxique que des dizaines de personnes en souffrent. Son corps a-t-il produit un gaz neurotoxique? Un homme frappé par la foudre devient un pianiste prodigieux. Son accident a-t-il éveillé un talent caché? Et un jeune homme verse des larmes de sang. Est-ce signe que l'apocalypse approche? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres.